sont un joyau de notre culture. À Versailles, Chantilly, Villandry. Les châteaux, bien sûr, mais pas seulement. Imaginés par les plus grands artistes, une perfection de forme, de couleurs, les jardins à la française. Mais au château de Chambord, ne les cherchez pas, ils n'existent plus, abandonnés depuis la Révolution française. En lieu et place, du gazon, encore et toujours. Alors certains ont voulu les faire renaître. Nous allons vous raconter l'histoire d'une résurrection. 15 ans de recherches historiques, de préparation, des mois de travaux, un des plus grands chantiers d'Europe. Chambord, c'est d'abord une des plus belles forêts de France. Un monde sauvage qui contraste avec le parc ordonné et maîtrisé du château bâti par François Ier. Pascal Thévard est l'ingénieur en chef du chantier. Avec son équipe, il a dû remonter le temps pour retrouver les fameux jardins. Le jardin que nous sommes en train de recréer, eh bien, c'est le jardin tel qu'il existait à son apogée au XVIIIe siècle. C'est là qu'il a été le plus beau. Pascal s'est appuyé sur des documents d'époque, comme ce dessin de 1740, mais pas seulement. Grâce aux fouilles archéologiques, on a pu avoir la preuve de l'existence, sous l'herbe, tout simplement, en décapant, eh bien, on a trouvé les fosses de plantation, les massifs plantés, on a tout retrouvé. À l'automne dernier, les travaux commencent enfin. Autour du château, 12 000 mètres cubes de terre sont charriés, déplacés, nivelés sur les 6 hectares et demi du jardin. Pascal est à pied d'œuvre. Ça va bien? Ouais. L'humus est bon à mettre dessus? Oui, l'humus, oui, c'est ouais, de la bonne qualité, c'est ouais. de la bonne qualité, oui, tout à fait, oui. Et la terre est bonne, il n'y a pas trop de déchets dedans? Ah, la terre est bonne, ouais. Oui, là ici la terre est bonne. Ouais. Bon, bah, forcément, si on tombe sur des pierres, on les met. Oui, mais c'est pas. Alors le principe ici à Chambord, c'était de récupérer la terre qui existait, celle qui était sur ce parterre, sur cette pelouse. Elle a été malaxée, elle a été travaillée et ensuite stockée sur site. Il n'y a aucun apport de terre qui a été effectué pour éviter tous les allées-venues de camions et d'apporter de la terre qui n'est pas du site. Autant recycler ce qui existe. La terre est enrichie par un compost qui vient d'être livré. Un compost 85 qui est une décomposition de matière organique, végétale. Il y a des sarments de vigne, il y a des racines, et puis on voit bien, il y a des débris de feuilles. Une fois la terre déposée, il faut planter. Premiers arbres, des tilleuls. Christopher Tétard est un jeune jardinier passionné. À 27 ans, ce chantier est pour lui une occasion unique. Découvrir l'exigence de la création d'un jardin à la française. Ah, c'est là, attends, faudrait gratter de ce côté-là, c'est là, on tape dans la butte. Quand on vous voit travailler, on voit que c'est très précis, c'est ça? Ah oui, c'est au centimètre près qu'il faut placer les mottes. C'est par rapport au niveau des sols en fait. La terre doit arriver au niveau du collet, pas plus haut et pas plus bas. C'est la hauteur qu'il faut. On est à 10. 10, ouais. À 10. On est à 10, on est bien. Les arbres sont ajustés à l'œil. Vers moi? Ouais, vers toi un petit peu. C'est trop. Lâche, lâche, lâche. C'est trop? Moins? Moins encore? Moins encore? C'est bon. Le pied. Encore un petit peu par là. Le pied. Oui. Vous regardez quoi, Christophe, là? L'alignement des arbres, pour qu'il n'y ait vraiment qu'une seule ligne quand on regarde les troncs des arbres et que les têtes, pareil, soient toutes bien alignées. Là, c'est bon. Ah, nickel. Ah. Des engins lourds, d'habitude utilisés pour les gros chantiers. Et des hommes qui travaillent avec finesse, précision, au centimètre près. Il faut maintenant créer les allées du jardin. À Chambord, la noria de camions s'accélère. Un mélange de calcaire et de gravillon est livré pour les allées du jardin. Sous Louis XIV, il fallait des années pour réaliser ces tracements. Aujourd'hui, il faudra seulement 3 mois, mais 3 mois tout de même, pour finaliser ces sentiers. On emploie des machines qui sont réservées à tout ce qui est travaux routiers et travaux urbains en quelque sorte. Mais c'est du fait d'un ampleur en fait gigantesque de chantier. On est quand même sur 6 hectares et demi. C'est bien. C'est bon? 1 cm d'écart. À 2 pas des allées en construction,
Un géomètre et un maçon esquissent le contour d'une des 4 fleurs de lys géantes. Donc là, je prends des cotes. Et grâce à ces cotes, ça me permet de savoir la position pour les courbes des fleurs et ainsi de suite. Donc après, ça me donne un point. Et puis Mohamed n'a plus qu'à planter sa tige. Il plante sa tige. Et comme ça, on a la position exacte de la fleur. Au sol, les piquets ébauchent le dessin. Des bandes métalliques sont assemblées le long des piquets. La fleur prend forme. Là, on soude une volige métallique pour séparer les feuilles de la fleur de lys. L'intérieur des feuilles, ce sera de la pelouse. Et tout l'extérieur, ce sera en calcaire pour avoir un contraste de couleur. Chaque fleur de lys couvrira 3000 mètres carrés, un demi-terrain de football. À cette échelle, l'enjeu pour les jardiniers est de délimiter strictement allées et gazons. Le tracé ne souffre aucune approximation. On essaie surtout de ne pas mettre de terre en fait sur le calcaire. Si jamais il y a des petits ratés comme celui-ci, on repassera après avec un souffleur. C'est tout simplement pour les mauvaises herbes, surtout faire en sorte qu'elles ne poussent pas en fait dans les allées. Dans une des tours du château, séance de travail. Salut Pascal. Je suis retourné aux Archives nationales pour vérifier. C'est les sources qu'on a. Pascal, l'ingénieur, reçoit la visite du conservateur du patrimoine. Luc Forlivesi ne vient pas les mains vides. T'as le détail des arbrisseaux ou pas? Le buis, les arbrisseaux, les fleurs et les ifs. Il a retrouvé une archive exceptionnelle de 1749. Le marronnier, c'est le quinconce. Marronnier et tous les mailles. Et tous les mailles. On a là les allées à ratisser entablées. Un contrat d'entretien du jardin à la française de l'époque. Le sable de rivière. Ah oui, pour faire les allées, voilà. bien sûr. Quand il s'agit d'argent, en général, on garde les traces. Et il se trouve que la Maison du Roi était une mécanique bien huilée, en tout cas sous Louis XV. Et donc, elle produit, il y a vraiment un système de bureaux, d'administration, de services qui se rapproche vraiment de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, avec déjà des consultations, des devis, des cahiers, ce qu'on appellerait les cahiers des charges. Brouette, arrosoir, râteau, ratissoir, croissance. Tout y est référencé, une source précieuse d'informations. Voilà. Et donc le jardinier est tenu de ne jamais élaguer sans ordre. Ah bah, les archives, elles sont tellement précises, tous les documents sont tellement précis qu'on ne peut pas se permettre de faire une invention. C'est pas une réinvention, c'est une restitution à l'identique. Et on espère que grâce aux travaux, on va voir apparaître le fantôme de ce jardin. Pour l'heure, c'est l'arme au pied pour les jardiniers. Une livraison d'une importance cruciale est attendue, 9000 plants de thym. Problème, le camion est perdu en forêt. Et la suite demain, c'est la fin. Précédemment, à Chambord, les parterres du jardin à la française prennent forme. Pascal Thévard, l'ingénieur en chef, s'inspire des archives royales. Les jardiniers attendent de pied ferme une livraison de thym. Patrick Dutertre, un des chefs jardiniers, vient de recevoir des nouvelles du camion égaré. Donc là, nous sommes partis pour aller chercher le camion qui apporte les thym, le camion tant attendu. Le chauffeur, qui arrive du Portugal, attend à quelques kilomètres. Bonjour. Bonjour. Maison Richard. C'est pour nous. Okay. Vous allez nous suivre? En camion, par là. Ok. Patrick guide la précieuse cargaison jusqu'au château. Mais la nouvelle difficulté, il faut franchir le portail d'entrée. Ça ne passe pas, ou tout juste. Il faut maintenant rattraper le temps perdu. Les 9200 plants de thym sont déchargés immédiatement par Christopher, Yann et les autres jardiniers. Cela n'a pas été simple d'en trouver une telle quantité en un seul lot homogène. Ils sont plantés immédiatement après livraison, c'est ça? Le plus rapidement possible. Il faut vraiment que ça soit en terre le plus vite possible. Pourquoi? Pour éviter un dessèchement de la mode dans les conteneurs. Les thym vont former un double rang dans les bordures.
Donc il m'en faut un ici, comme ça on a les 20 cm de chaque côté. Ok, ça marche. Ok. Bon. Ça roule. Je le découpe à la limite. Là on fait un quinconce, on a eu des cotes. On doit aller, donc les planter à 10 cm des bords. Et le deuxième quinconce, il doit être planté 15 cm plus loin. Cette plante aromatique remplace le buis traditionnellement utilisé dans les jardins à la française. Et pas seulement pour leur senteur. Il faudra l'autre piche pour le... On peut donner le même aspect qu'on recherche avec du buis, c'est-à-dire une haie linéaire qu'on peut mener à la française, donc c'est-à-dire tailler bien droit au carré. Et puis il résiste bien surtout voilà, aux maladies et aux ravageurs. Dans ces bordures haute couture, rien ne doit gêner la croissance des plantes tout juste mises en terre. Un feutre de jute et de chanvre est délicatement déroulé à leurs pieds. Alors là, on a ramené la toile au plus près de l'arbuste pour éviter qu'il soit envahi par les mauvaises herbes. Qu'est-ce qui se passerait sinon? Bah après, ça pourrait étouffer l'arbuste s'il y a trop de mauvaises herbes qui poussent au pied. Thym, arbustes, mais aussi ifs, vivaces et rosiers. Toutes ces plantes sont nées en pépinière. Parmi les fournisseurs, Maxime Mallard. Dans le Val d'Oise, à 200 km du château, lui aime tellement les arbres qu'il les sculpte. La partie la plus complexe, c'est au bout de 2 ans de croissance. On a les branches qui arrivent à ce niveau-là, qu'il faut sélectionner pour former ces 4 charpentières majeures qui vont permettre de travailler la structure par la suite. Donc là, le bois est dur, il est lignifié, mais on travaille au début avec un bois souple qui donc se coude très facilement et qui va nous permettre de former le coude qui par la suite ne doit pas être abîmé car c'est par là que passera la sève qui viendra alimenter les fruits et les feuilles sur la partie supérieure de l'arbre. Dernière étape, avec ces attaches, les branches sont accompagnées, guidées sur la forme métallique choisie. Il faudra plusieurs années pour parvenir au résultat final. Sphère, triangle ou comme ici, vase époque Médicis. Les arbres de Maxime rejoindront les jardins du château au tout début du printemps. À Chambord, sur les terrasses, l'architecte Philippe Villeneuve et le paysagiste Thierry Jourdeuil jaugent l'avancée des travaux qui ont commencé il y a maintenant 3 mois. Et après, ça serait trop. Pareil, le cône là, il est très bien. Heureusement qu'on a mis une volige métallique. Oui. Oui, parce que je vois pas bien comment on aurait pu faire pousser de la pelouse comme ça. Parce que Thierry espère que ce nouveau parc se perpétuera pendant des siècles. C'était un peu compliqué. A contrario du jardin du 18e qui a disparu pratiquement complètement au moment de la Révolution, nous on a imaginé que ce jardin allait durer dans le temps qu'il allait grandir parce que précisément il y a une approche plus scientifique qui permet aux végétaux de s'installer dans un sol plus durablement. Derniers travaux d'hiver, dernier coup de râteau. Sur les bords de Loire, le printemps s'annonce Parachève déjà. les bordures des terrasses du château, l'architecte et le paysagiste jugent l'avancée du chantier. Ça manque d'un petit zizit. Sept mois maintenant que les travaux ont commencé dans le parc du château. Le jardin s'éveille avec le printemps et les premières plantes pointent timidement. Dans les bordures, vivaces et rosiers apparaissent. Dans le parc, Raphaël Carme joue un rôle primordial. Téléphone portable en main, il contrôle ce matin un élément essentiel pour l'épanouissement des parterres. Alors dites-moi, vous attendez un coup de fil? Ah non, pas du tout. Là, je contrôle le fonctionnement de l'arrosage. Avec votre téléphone? Avec mon téléphone. Donc c'est la particularité ici de l'arrosage à Chambord, c'est que tout est contrôlable, pilotable depuis un smartphone. On va déclencher une voie ici. Pour Raphaël, un impératif, dérober aux yeux des visiteurs les 13 km de son réseau. C'est la particularité de l'arrosage intégré, l'arrosage automatique, c'est d'être discret et enterré. En réalité, la plupart du temps, on a beaucoup de mal à les voir, même pour nous qui connaissons bien le chantier. Pour cet arrosage très sophistiqué, comptez 300 000 €. Pour le jardin tout entier, 3,5 millions d'euros.
Même si Chambord est un bien national, il n'en coûte rien à l'État. La facture est prise en charge par un riche mécène américain. Raphaël tient maintenant à nous montrer un lieu interdit à la visite. Alors dites-nous, tout commence ici pour l'arrosage? Alors tout commence ici. En fait, on est entouré des cuves qui contiennent l'eau qui est prise donc dans le Cosson, dans ce canal qui a été creusé au XVIIe siècle. Et on estime qu'on arrive à contrôler au litre près la quantité d'eau qu'on arrose. C'est dans le Cosson, ce canal creusé sous Louis XIV, que sont puisées les 5000 tonnes d'eau nécessaires chaque année à un parc de cette taille. Bravo, 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 bravo. Félicitations pour votre travail. Christopher et Kevin, les jeunes jardiniers, sont accueillis, et de quelle manière, par les tout premiers visiteurs. Félicitations. Madame. C'est un véritable félicitations. C'est de l'art, hein. C'est véritablement de l'art. Merci beaucoup. Dernière touche dans les parterres. Les fusains des bordures sont égalisés sur toute leur longueur. C'est pas du buis, vraiment, c'est... Bah normalement, à la base, c'est du buis. Oui. Mais là, ils ont été remplacés par des fusains à cause des maladies par rapport au buis. Oui. Et là, c'est des petits... Ça, c'est des ifs. Des ifs, des petits ifs. Bon, mais chapeau. Bon, félicitations. Et bonne continuation. Alors. Merci. Bonne journée. Voilà. Les ifs sont taillés géométriquement. C'est l'art taupière. C'est un des premiers critères du jardin à la française, les alignements, les symétries, que tout soit bien parfait, bien taillé. La pelouse, elle est un peu juste là. Ouais, bah, ouais. C'est un peu de pluie, non? Non, c'est que ça a été semé il y a pas longtemps, c'est pour ça, ça commence à lever. D'autres jardins, d'autres chantiers attendent maintenant Christopher et ses collègues. Demain, Maxime, le pépiniériste, plantera les derniers sujets du parc. Ces jeunes pommiers et poiriers trouveront ici leur demeure définitive. Arbre fruitier, comme sous Louis XIV. Du château, paysagistes et architectes veillent aux derniers travaux. Après presque 8 mois de travaux, les jardins à la française sont en voie d'être achevés. Le temps est venu des visites guidées qui entraînent pour la première fois les visiteurs dans le parc. On va vraiment prendre du recul parce que c'est la meilleure façon d'apprécier. La pluie s'est un petit peu calmée, on va en profiter. Donc vous voyez, ici c'est la plus belle perspective qu'on pourrait avoir du château. Chambord, c'est le plus grand des châteaux de la Loire. La façade que vous avez face à vous, elle fait 156 mètres de long. C'est vraiment un géant de pierre. Difficile de se représenter les abords du château sous François Ier. On était alors loin du jardin minutieux qui l'entoure à présent. Il faut vraiment s'imaginer au XVIe siècle, vous êtes sur un paysage de marécage. Et c'était infesté de moustiques, si bien que jusqu'à ce qu'on draine, qu'on assainisse et que finalement ces jardins voient le jour au XVIIIe siècle, on disait même que la région était interdite de séjour en été. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est propre, c'est rectiligne. Enfin, rectiligne, c'est pas vrai, mais c'est nickel. Et puis bon, je pense que les jardiniers vont se régaler. Je suis impressionné parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Pour un jardinier... Chapeau. Qui devrait être très joli encore dans quelques temps parce qu'on voit que les arbres sont tout neufs, que tout est tout récent. Donc, et puis la perspective sur le château est superbe. Tandis que les touristes admirent l'ordonnancement des parterres, Maxime Mallard, le pépiniériste du Val d'Oise, plante ce matin les derniers arbres du parc. Donc là, je suis en train de tailler les dernières pousses qui ont été faites sur le pommier et on reprend un tout petit peu les racines avant la plantation. Grâce à ces techniques de taille, pommiers et poiriers constitueront dans quelques années des pyramides fleuries dans les bordures. Fleuries, élégantes, mais pas seulement. On rendait l'utile agréable, voilà, c'est exactement ça. Il y avait beaucoup de gens qui vivaient autour du château, donc qui avaient un réel besoin d'aliments. Et donc c'est à ces fins-là que le jardin était utilisé pour être esthétique depuis le château
mais aussi utilisé dans les différentes cuisines du château. Donc là, on plante Reine des Rainettes, qui est une variété assez classique. Ces variétés retenues par Maxime étaient déjà cultivées dans les jardins au XVIIIe siècle. Il faudra compter 4 à 5 ans pour obtenir les premiers fruits. Ici, ils ont l'œil à tout. Le paysagiste Thierry Jourdeuil et l'architecte en chef Philippe Villeneuve contrôlent jusqu'à la moindre plantation. Par rapport aux ifs pleins qu'on a là. Ouais, ça peut remplir le jeu. Ça peut remplir le jour. C'est quand même de créer cette pyramide complète. À Chambord, le travail de Philippe, c'est de protéger les pierres, les murs contre l'usure du temps. Un jardin, c'est une toute autre histoire. La différence avec ce jardin, c'est qu'en fait on l'a semé, on l'a planté, et que là pendant 10-20 ans, il ne va pas se dégrader, au contraire, il va s'épanouir. Tandis que l'architecture, c'est un petit peu le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on restaure quelque chose de très très beau qui va flétrir. Le château est à présent serti d'un jardin raffiné qui va fleurir et s'épanouir dans les prochaines semaines, les prochaines années. Entre le géant de pierre et son écrin, un accord parfait qui sonne le réveil de Chambord.